Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodibi, c'est le pays. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Très heureux d'être avec vous, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à votre émission Point 7 pour le compte de cette semaine. Une semaine qui s'achève avec, évidemment, des événements qui font suite à la promulgation de la loi électorale, le code électoral désormais modifié et qui vient d'être promulgué, je le disais tantôt, par le chef de l'État, le président Patrice Talon. On va dire à la surprise générale, parce que la plupart s'attendaient à entendre la Cour constitutionnelle rejeter cette loi, mais non, c'est bel et bien une réussite pour cette loi qui a passé haut les mains le test de constitutionnalité. Et là, les Béninois sont désormais, sont désormais fixés sur le sort de cette loi qui doit régir les élections prochaines, surtout les élections générales de 2026. Pour en parler dans ce studio, j'ai avec moi Ishola Djiguin. Bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Dagba, mes salutations cordiales à tous les auditeurs et auditrices de Diaspora FM. Je salue également ceux qui nous écoutent grâce à la magie de l'Internet, du numérique, sur les réseaux sociaux et sur Internet de façon générale dans le monde entier. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du groupe Providentiel News. C'est exact. Merci d'être avec nous. En face de vous, Alphonse Moïse Soudé, le doyen, il est avec nous, le grand frère, comme j'aime bien l'appeler, parce que c'est quand même mon fofo, hein. Je suis très content quand il est sur le plateau. J'adore ses analyses. Alphonse Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vous, Peggy, bonjour à mon co-débatteur. Je voudrais témoigner toute ma reconnaissance à ceux qui prennent la peine de nous écouter, d'écouter nos analyses. Ce ne sont que nos analyses. Et en tant qu'observateur de la vie politique, nous émettons des avis. Ça peut plaire comme ça, ça peut ne pas plaire. Mais bon, la lutte continue, quoi, pour des victoires plus grandes. Ben, l'essentiel, c'est que ça fasse foi. L'analyse permette à nos auditeurs, et Dieu sait qu'ils voient mieux dans les conditions, dans les situations et autres que nous évoquons ici, parce que ils n'ont pas souvent les éléments qu'il faut pour mieux comprendre les différentes phases des événements politiques qui se produisent au Bénin. L'autre chose que j'allais vous demander, quel effet cela vous fait d'être présent sur cette émission Point 7 de Diaspora FM? Non, ça me fait toujours plaisir quand vous me sollicitez avec mon frère et avec qui je débat tout le temps. Je constate que bon, quelque part, on peut être fier que nous faisons du bon travail. C'est ça la réalité, parce que si vous passez régulièrement sur une émission, si vous n'êtes pas bon, on vous rappelle pas. C'est vrai que pour certains, bon, les gens pensent que c'est du copinage. Non. Je suis fier d'une chose, hein. Ce que nous disons, que des gens contestent sur le champ, ils nous traitent de tous les noms d'oiseaux. Quelque temps après, ça se réalise. C'est pour dire que on se met souvent au-dessus de la mêlée. Vu notre âge, vu l'expérience que chacun de nous a, il faut lire les choses. Et malheureusement, au pays, les gens n'aiment pas vous écouter quand vous dites ce qui est vrai. On trouve que bon, il en fait de trop. Mais avec le temps, ce sont les mêmes personnes qui vous appellent, qui vous disent « Ah, vous avez été visionnaire ». C'est ça, quand vous voulez faire votre travail sans tenir compte des intérêts que vous allez perdre. Merci beaucoup. Merci de demeurer toujours objectif dans vos analyses, surtout sur le plan national, parce que les Béninois se posent énormément de questions par ces événements qu'on n'attend pas forcément, mais qui surviennent et qui viennent imposer leur cours et avec lesquels on doit compter. Donc, il est toujours bon, quand je pose des questions, qu'on ait réponse à ces questions-là. Et c'est ce que Point 7 s'efforce de faire. Point 7 veut bien sûr être l'émission carrefour de l'analyse politique
au Bénin. Et j'espère simplement que nous sommes sur la voie. Alphonse Moïse Sodé, je reste avec vous pour parler un peu de la promulgation de cette loi, de ce code modifié et qui, ma foi, avait fait, j'allais dire, hérisser les cheveux, les poils à beaucoup de gens qui pensaient que la Cour constitutionnelle allait remettre la chose en cause, demander une deuxième lecture ou bien alors demander carrément qu'on reprenne la copie, mais tel n'a pas été le cas. Dites-nous, quand vous avez suivi un peu l'épisode de l'audience importante accordée par la Cour constitutionnelle aux différents recours et à ce contrôle de constitutionnalité de ce code électoral modifié, quel a été ou comment avez-vous vécu la chose cette nuit-là? D'abord, je voudrais rappeler à nos compatriotes que le chef de l'État n'était pas obligé de demander le contrôle de la constitutionnalité du code électoral. Il avait la latitude de promulguer directement le code. La loi ne l'oblige pas à demander un contrôle de constitutionnalité. Et puis, c'est allé au niveau du juge constitutionnel. C'est vrai que nous avions dit l'initiative de réviser le code ne provenait pas des députés. Il faut qu'on rétablisse la vérité. Il a fallu que la Cour constitutionnelle leur donne une injonction comme quoi de revoir les dates. Et c'est à partir de ce moment-là que certains ont décidé d'aller directement à la révision de la Constitution. D'autres ont voulu corser le code davantage. Et j'ai dit à vos micros ici que quand vous regardez l'ordre du jour qui a été proposé à la session extraordinaire, ayant senti que la loi portant révision de la Constitution allait faire flop, on a placé cette loi-là avant. Et des gens ont dit, si vous nous aidez à réviser la Constitution, on pourrait s'entendre sur la relecture du code. Mais comme vous n'avez pas pu aider à voter la proposition de loi portant révision de la Constitution, on a corsé le code. Mais je dis une chose. On vous applique plein tarif. Oui, je dis une chose. Vous avez vu depuis la promulgation de ce code-là, que ce soit dans le camp de la mouvance, que ce soit dans le camp de l'opposition, il y a remue-ménage parce que les gens se rendent compte pour dire, mais attends, on va où là? Moi, je dis, on a filmé un peu partout pour dire que nous voulons des partis d'envergure nationale. Des partis forts. Des partis forts. Demandez à quelqu'un qui est candidat dans la 16e d'aller se présenter dans la 20e, on verra s'il sera élu. Si tant est que son parti a de l'envergure. Nous, la notion de fils du terroir, c'est encore dans les têtes. On vient de dire, il faut au niveau national, il faut 10%, mais au niveau de la circonscription électorale, il faut 20%. Qui va travailler si ce n'est pas le fils du terroir? Je ne vois pas le président d'un parti débarquer dans une circonscription qui n'est pas la sienne et faire campagne. La notion de fils du terroir, et je vois qu'on est en train de ramener, pour moi, la notion de fief. Ça veut dire qu'il faut que chacun aille travailler dans son fief. Donc, si vous ne positionnez pas le fils du terroir devant pour mettre des gens derrière, ça ne passera pas. Donc, pour moi, ça, c'est ma lecture. Et puis, l'autre chose, on est passé au niveau des parrains, on est passé de 16 à 20. De 10% à 15%. Et drôle de calcul. À 28, pardon. Drôle de calcul, il y a que, au niveau du bloc républicain, nous avons 28 députés. C'est vrai qu'ils ont des maires. En cas de défection au niveau des députés, certains maires pourraient combler. Au niveau du Parti Les Démocrates, s'il y a défection, c'est que ça va faire flop. Maintenant, on parle d'accord de gouvernance. Je vois déjà des rencontres entre la FCBE et puis le Parti Les Démocrates. J'ai ri, je vais vous dire pourquoi. Si la FCBE doit porter main forte au Parti Les Démocrates, c'est pas gratuit. Et je vais vous faire l'analyse la plus simple. Ok. Non, mais c'est clair, on est sur. Forcément, on est sur un terrain politique. Tu as besoin de. Non. C'est du donnant-donnant. Tu as besoin de mes 6 mai. Donc, je te laisse le président de la République, mais je prends le vice-président de la République. Sinon, je ne suis pas avec toi. Parce que quand on parle d'accord de gouvernance, forcément, chacun va tirer sur son intérêt. Donc, je dis, quand je vois ces éléments-là, et moi, ce qui m'a un peu réjoui, parce que le chef de l'État a montré une fois davantage qu'il réfléchit rapidement plus que tout le monde. Lisez l'article 40 nouveau.
L'article 40 nouveau, alinéa 3. Le troisième tiret dit il faut que les duos, on puisse déposer les duos, les dossiers des duos 180 jours avant le jour de l'élection. Avant le jour de l'élection. Ça veut dire quoi? Et c'est après ça qu'on a parlé de 115 jours, on a parlé de 60 jours. Vous savez, pour les élections législatives. Vous savez ce que ça veut dire? Si on dit vous allez accorder votre parrainage aux candidats choisis ou désignés par votre parti politique, on n'a pas parlé des primaires. On n'a pas parlé du mécanisme par lequel on va former le duo. On a dit désigner. Ça veut dire quoi? Le chef parti peut se retrouver avec ses copains, ses coquins, imposés à la grande masse du parti politique, qu'on vous appelez le ou les duos. Parce que à la présidentielle prochaine, maximum, nous aurons 4 duos. Un duo de l'opposition. Et si les calculs sont bien faits au niveau de la mouvance, ils peuvent nous donner 2 ou 3. Et puis sinon, on aura 2 à la mouvance. Et puis, dans l'opposition, si, entre-temps, l'opposition parlait le même langage, sinon on risque d'avoir 1 ou 2 duos représentant la majorité présidentielle, parce que si, au niveau de l'opposition, on remarque ce micmac, vous voyez en 2021 où le chef de l'État, Bouni Yahya, a voulu imposer Ricky Amadougou au Parti Les Démocrates, ça a fait flop. Si le même schéma revient en 2026, c'est que l'opposition risque de ne pas disposer d'un duo pour la présidentielle. Donc je dis, dans ce cas-là, on dit, vous remettez votre parrainage au duo désigné par votre parti politique. Si il y a des gens qui jouent aux rebelles, qui refusent de parrainer, si on revient au phénomène de Soui, où on dit, je ne sais pas quel donner mon parrainage, si quelqu'un dit, le duo que vous nous présentez là ne nous intéresse pas, il va garder son parrainage, on ne lui en voudra pas. Mais la sanction sera immédiate. Que les gens ne soient pas d'accord avec moi, mais je dis que c'est comme ça. Vous pouvez ne pas retrouver votre nom sur la liste des législatives, comme sur la liste des municipales. Sinon, dans quelle intention dit-on 180 jours avant? Ça veut dire quoi? S'il y a des rebelles, il y a des personnes qui s'opposent au choix du parti, il y a un problème. Regardez la dernière fois, il y a 7 rebelles qui ont voté contre la proposition de loi portant révision de la Constitution. Le lendemain, le chef de l'État les a appelés. Il n'est pas revenu sur le sujet. Il dit ce qui est passé est passé. Ben, écoutez, on va devant, mais ça va se sanctionner. Ça va se sanctionner. C'est-à-dire que vous n'avez pas respecté la discipline. C'est la discipline du groupe. Vous n'avez pas respecté la discipline du groupe. Ça va se sanctionner. Donc, c'est peut-être dans cela qu'on dit on veut voir des partis forts, on veut voir des hommes politiques responsables. Donc, il y a plusieurs éléments quand même dans le code qui posent problème. Mais je dis, on se connaît au Bénin, les gens nous ont donné ce code-là en fonction des intérêts de l'heure. D'ici à 2025, peut-être que... Mais quels sont ces intérêts de l'heure? Non, c'est-à-dire on se met ensemble pour écraser qui on veut. Mais si en cours de route, avant 2025, certaines personnalités politiques ne retrouvent pas leur compte avec le camp de la mouvance, vous savez, il y a des rumeurs, on parle il y a des difficultés au sein de l'UPR, divisé en 3 camps, donc il y a des rumeurs de schisme. Et dès que les intérêts ne seront plus les mêmes, les gens ont la possibilité de demander à nouveau la relecture du code électoral, s'associer avec les autres pour balayer un certain nombre de choses. Donc je dis, moi j'ai la certitude que les aléas politiques, les contingences, les conflits d'intérêts, quand les gens vont se rendre compte que, attention, l'acte que j'ai posé, ça peut me coûter ma place pour les municipales ou législatives, les intérêts, vous savez très bien, Peggy, que en fin de mandat, les rats quittent le navire. Et bientôt les rats vont quitter. Vous êtes sûr que cette règle va se vérifier encore sous Patrice Talon? Oui, il y a toujours des kamikazes. Il donne l'impression quand même de continuer par gérer la troupe, par garder la troupe. C'est une harmonie de façade. Personne n'a encore jeté l'éponge. Vous savez, à part Romeki qui a été éjecté du gouvernement. Vous savez, il fallait vous poser la question de savoir pourquoi, que ce soit de leur mouvance, que ce soit de l'opposition, pourquoi on a dit vote public à la tribune? Pourquoi on n'a pas dit vote secret? Le meilleur vote, c'est le vote secret. Mais quand on dit... Pourquoi le meilleur? Oui, j'exprime ma conviction à travers mon bulletin. Mais quand tous les regards sont tournés vers moi, je ne peux pas le faire
parce que j'ai risque d'être montré du doigt comme l'oiseau de mauvais augure. Donc aujourd'hui, les gens craignant les représailles, les gens craignant des critiques malveillantes ont dû ravaler leur vomissure pour voter pour le vote du code. Je ne suis pas certain que... C'est une conduite à tenir. Ceux qui n'ont pas voulu n'ont pas fait. Ils n'ont pas suivi de représailles. Je ne suis pas convaincu que les 28 députés de LD se sont entendus pour voter contre. Si on devait faire un vote secret, ça aurait été autre. Je ne suis pas convaincu que la majorité dont nous parlons est un bloc compact. Il y a forcément que quelque part le mieux est les AD. Donc la seule façon de démasquer les traites, c'est d'aller faire le vote public à la tribune. Tu soulèves ton bulletin, c'est vrai. Donc, il y a que le code là sera modifié. Moi, je ne reproche au président Patrice Talon. Les hommes politiques, c'est eux qui font de la politique, c'est eux qui doivent savoir ce qu'ils veulent. On ne peut pas vous demander de tout faire. Et puis, à l'opposé du président Boni Yayi, qui n'a pas su assurer sa succession, celui qui est là, il veut mettre toutes les cartes de son côté pour lui permettre que son projet de société, qu'on n'arrête pas le mouvement de développement dont on parle, qu'on trouve dans le camp de la majorité, que la personne a même de succéder à Patrice Talon. Et vous savez déjà que la guerre des ambitions a déjà commencé. Et on se tacle à gauche, on se tacle à droite. Et puis bon, par les journaux interposés, la guerre a commencé. Donc j'ai dit, ce code-là, forcément, pourra être révisé quand les intérêts vont changer de camp. Ishara Djiguen, voilà déjà le premier jet du doyen Moïse Alphonse Soulé. Est-ce que vous avez suivi, est-ce que vous êtes d'accord avec lui pour sa posture d'analyse? Cher confrère Peggy Ludovic Dagba, vous connaissez ma religion. La promulgation du code électoral modifié complétant le code électoral en vigueur en République du Bénin a été promulgué par le chef de l'État. Et donc, cela n'a pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, cela n'a pas, en tout cas de mon point de vue, cela n'a pas surpris ou estomaqué outre mesure nombre de mes compatriotes. Et donc, ils s'attendaient... Pourquoi qu'est-ce qui peut faire croire que, bon, on ne pourrait pas assister? Au contraire, on a quand même une cour constitutionnelle impartiale. C'est des grands, c'est des juristes de haute volée, émanation, on va dire, de la classe intellectuelle du Bénin, des gens qui ne sont pas forcément partisans, même si c'est l'Assemblée nationale et le gouvernement qui les ont désignés. Donc c'est des gens qui auraient pu, quand même, mieux comprendre la situation et ne pas voter. Le contraire de ce qu'on a eu aurait pu survenir. Pourquoi pensez-vous que on ne pouvait pas, on s'y attendait, pardon? Je crois que le contraire aurait étonné nombre de compatriotes, y compris ma propre personne, au regard de deux faits. D'accord? Le chef de l'État avait déjà donné le là. D'accord, sachant qu'il y a une minorité de blocage au Parlement et que le projet de révision constitutionnelle allait échouer, d'accord, il s'était préparé avec ces éléments, ces politiques ailleurs, qui l'entourent et qui l'accompagnent, et quand bien même ils font se tête baissée, d'accord, ils savaient tous qu'à ce niveau-là, qu'il allait marquer le coup aux démocrates. Avant, Blanc l'avait dit, il avait annoncé les couleurs. Et donc aujourd'hui, cela a été fait. Et le chef de l'État avait dit également. Il n'a jamais mentionné à renvoyer Blanc la Cour constitutionnelle. Non, écoutez, le chef de l'État aussi avait dit que il est prêt à promulguer toute loi, n'est-ce pas? Toute loi, j'allais dire. C'est son rôle. D'accord, c'est son rôle, d'accord. À partir du moment où il demande le contrôle de constitutionnalité, et le contrôle de constitutionnalité passe. Alors, qu'est-ce qui va l'empêcher de promulguer? Est-ce qu'il avait forcément besoin de demander le contrôle de constitutionnalité? Mais il veut jouer franc jeu avec son peuple. Dit tout à l'heure. Non, mais il veut jouer franc jeu avec son peuple. La Cour constitutionnelle est considérée comme l'instance arbitre qui dit oui, ça passe. Non, ça ne passe pas. Il sait bien qu'il peut ne pas recourir, selon la loi, à la Cour constitutionnelle.
Mais puisque la Cour constitutionnelle est là pour donner raison ou pour faire la part des choses, il a préféré passer par la Cour constitutionnelle. Quel est son péché en procédant de la sorte? Je crois que le mécanisme est là, d'accord, connu de tous. Qu'est-ce qui presse si tant pour que le chef de l'État soit amené, n'est-ce pas, à solliciter le contrôle de constitutionnalité? Une loi vient d'être votée et à laquelle une partie de la classe politique dit non. Mais c'est quand même tout à fait normal d'honnêteté intellectuelle, procédure qu'on requiert l'avis de la Cour constitutionnelle. Je ne le dirai jamais assez. C'est vous encore qui allez dire qu'il a fait un passage en force s'il ne le faisait pas. C'est encore vous qui le direz. Je crois que Moïse Soudé l'a dit tout à l'heure. Pourquoi il a sollicité le contrôle de constitutionnalité? C'est pour être comment dire, clair vis-à-vis du peuple. Mais qu'est-ce qui le pressait si tant? Ouais, le caractère pressé. Une loi a été votée. Avant qu'il ne promulgue, il faut quand même qu'il sache. Est-ce que c'est constitutionnel ou pas? D'accord, je vous le concède. OK? Maintenant, arrivé au niveau de la Cour constitutionnelle, je crois que les juristes sont parlés. D'accord? La société civile a dit, attention, monsieur le président de la République, attention, messieurs les députés, le code que vous êtes en train de corriger, modifier et compléter est véritablement chrysogène. Ceux de Koufo ont dit, Daeche, Denyongo. Ceux de Tukuntuna là-bas ont dit, Monso. Mes frères et cousins de l'autre côté ont dit, malgré tout ça, on a, n'est-ce pas, le chef de l'État d'abord a promulgué, la Cour constitutionnelle, d'accord, a déclaré conforme à la constitution de notre pays ce code chrysogène. Voilà, c'est juste après la Cour constitutionnelle que le chef de l'État a promulgué. L'autre fait que je voulais évoquer, n'est-ce pas, est ceci que tout a été fait à dessein et pour cause. Vous étiez là? Au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous êtes dans le secret des dieux? Écoutez, je ne suis dans aucun secret des dieux. Et pourquoi vous dites que c'est fait à dessein? Vous et moi avions, n'est-ce pas, tout observé de notre position de journaliste. Tout à fait. D'accord? Et donc, en tant qu'historien du présent, nous avions tout vu, tout ce qui s'est passé. Et donc, dans notre grille de lecture, nous nous sommes aperçus qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a un fait marquant, lequel, celui faisant état de ce que le président de la Cour constitutionnelle est en même temps président et rapporteur. À ce niveau-là, il y a anguille sous roche. Et pourquoi? Pourquoi, avec autant de conseillers, était-il, n'est-ce pas, urgeait-il d'être à la fois juge parti, si je puis m'exprimer ainsi? Il est à la fois président et rapporteur. Il n'y a pas quelqu'un de pour assurer cette fonction. Le rapporteur n'est pas parti. Ne faisons pas d'amalgame. Mais il est membre du bureau. Il ne postule pour aucun camp que je ne sache. Il est membre de la Cour constitutionnelle. Maintenant, vous ne savez pas pourquoi. Peut-être qu'il y a eu absence, d'un des conseillers. Et il est obligé quand même de prendre le rôle. Je l'ai dit. Rien ne l'interdit. J'insiste. J'insiste. D'accord? J'insiste. Je signe et je persiste pour dire que tout a été fait à dessein sur toute la chaîne. Je ne peux pas. D'accord? Je ne peux pas vous laisser dire efficacement cela. Parce que écoutez, vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Qu'est-ce que vous appelez preuve? Oui. Mais ce que j'ai dit est un truisme. La preuve, c'est ce qui vient prouver votre thèse. Mais le résultat est là. Les thèses sont là. Et donc, j'insiste, je signe et je persiste pour dire que tout a été fait à dessein sur toute la chaîne. D'accord? Et aujourd'hui, il faut reconnaître que cette cuisine qui a été, n'est-ce pas, conduite ou faite par les députés de la majorité présidentielle
pour soutenir le chef de l'État. Ils ne sont pas à la Cour constitutionnelle. D'accord. Ils sont à l'Assemblée nationale, les députés. Mais qu'est-ce qu'on leur a dit de faire? Quel genre d'injonction la Cour leur a donné? C'est de revoir la loi. Revoir la loi et compléter, c'est ça? Mais ils sont dans leur rôle. Vous vous rappelez ici que la plateforme des organisations de la société civile avait donné le ton. On dit attention, la direction que vous empruntez là, ce n'est pas celle-là que la Cour constitutionnelle vous a donnée. Et aujourd'hui, nous voyons tout ce qu'ils ont fait. Tout le désordre, c'est un désordre que je considère comme étant un désordre. C'est un désordre parce qu'on... C'est vous qui parlez de désordre. On règne. Puisque la Cour a été saisie. Et la Cour devrait quand même, si ce que vous disiez avait un sens, les ramener à l'ordre pour dire, je ne vous ai pas demandé tant. Mais au contraire, la Cour a admis la chose et a même, accepté en déclarant constitutionnel, conforme à la Constitution, ce code modifié. Pourquoi pensez-vous qu'il soit allé du mauvais sens, dans le mauvais sens ou du mauvais côté? Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez suivi les juristes. Au moins au niveau de la Constitution, il y a un article 81, si ma mémoire est fidèle, d'accord, qui a parlé d'un minimum en termes de suffrage. Mais eux, ils sont allés jusqu'au niveau des circonscriptions. Est-ce que dans la Constitution, on a parlé de 20%? La Constitution a dit, sur le plan national, il faut un minimum de suffrage. D'accord? Il y avait déjà les 10%. Maintenant, on ajoute encore 15%. On met encore 20%. C'est pour exclure qui? Mais c'est l'opposition qu'on veut exclure, justement. 15%, c'est par rapport au parrainage. 15%, c'est par rapport au parrainage. Oui. Avant, c'était combien? C'était 16 parrains. Aujourd'hui, c'est 28. Dans tous les cas de figure, cette loi a été, n'est-ce pas, faite pour exclure l'opposition aux élections de 2026. Démontrez-nous comment c'est pour exclure. Mais vous voyez les autres partis, non? FCBE. Est-ce qu'avec cette loi, FCBE peut encore aller aux élections? C'est deux petits partis qui ont travaillé. J'ai RN aussi. J'ai MOL de l'autre côté. MPL, etc., etc. D'accord? Est-ce que ces partis aujourd'hui peuvent aller aux élections? Pourquoi les élections, c'est pas aujourd'hui. Les élections, c'est 2026. D'accord. Et il a été bien dit qu'ils ont le temps pour travailler et ils sont racinés, comme cela se doit, sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce qui a inquiété, en fait. Est-ce que vous êtes content de voir des partis qui sont confinés juste dans leur fief et qui sont incapables de lever des sièges ailleurs au Bénin? C'est ça le débat, en fait. Mais les thèses sont claires, non? Vous allez aux élections 2 fois, sans résultat. Qu'est-ce qu'on vous fait? Mais pourquoi attendre 2 fois? Pourquoi attendre 2 fois? Mais c'est la loi qui le dit. C'est pas moi qui ai voté la loi. Mais on peut améliorer la loi. Ce ne sont pas ces partis politiques-là non plus qui ont voté cette loi. C'est les mêmes députés qui, hier, ont trouvé que il n'y a plus possibilité d'alliance. Et ils l'ont battu en brèche. D'accord? Ils se sont érigés contre cela. Et aujourd'hui, fort curieusement, ils trouvent encore qu'on peut, n'est-ce pas, aller à des accords de gouvernance, patati patata. D'accord? Ces députés. Qu'est-ce que vous insinuez? Mais c'est clair. On dit qu'il n'y a pas d'alliance. Eux-mêmes, hier, ils l'ont rejeté en bloc. D'accord? On dit on ne veut plus d'alliance parce que hier, les intérêts du moment leur permettaient d'évoluer comme bon leur semblait. Mais à partir du moment où, chemin faisant, ils se sont aperçus qu'il y a des obstacles, il y a des handicaps, n'est-ce pas, pour l'avenir. Rapidement, ils ont revu leur position et astucieusement, avec leur ruse habituelle, ils ont parlé d'accord de gouvernance. D'où vient la ruse? C'est une alliance qui ne dit pas son nom. Où est la ruse? Dites-moi. Mais c'est ça, non? Hier, ils ont refusé quelque chose qu'aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont encore inséré dans la loi. Mais ce n'est pas la même chose. En le reformulant, mais c'est la même chose. Mais ce n'est pas la même chose. Écoutez, c'est la même chose. Démontrez-nous c'est aussi une alliance. On pas d'accord de gouvernance. Démontrez-nous comment c'est une alliance. On pas d'accord de gouvernance. Oui. C'est pas une alliance? Non. Lorsque FCBE se lève, par exemple, pour aller en alliance ou faire un accord, passe un accord de gouvernance avec les démocrates, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut appeler ça? C'est pas une alliance? On a dit un accord de gouvernance. Accord de gouvernance. Oui. Cela ne suppose pas une alliance? Non.
Ces deux partis. Pas forcément. Ah bon? Ah bon, en tout cas, Puisqu'on en votre entendement, je crois que les auditeurs ont compris. On a bien dit ici, on ne va pas faire de sous-entendu. On a bien dit que chaque parti va aux élections sous sa propre bannière. Malgré l'accord de gouvernance que vous allez signer, chacun y va avec ses forces, avec sa liste. Et c'est maintenant, après élection, qu'on verra si les suffrages engrangés par l'un et l'autre peuvent permettre à quelqu'un ou deux de lever des sièges. Voilà la similitude avec l'Alliance. L'Alliance, on a une liste commune et on va compétir ensemble. C'est ce que ça veut dire, Alliance. Mais pourquoi trouve-t-on aujourd'hui qu'il faut des accords de gouvernance? Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que justement, ils savent que seuls, ils ne pourront rien. Aujourd'hui, on a BR, on a UPR. Ils savent que les deux là peuvent se mettre ensemble pour être... Vous avez vu la guerre larvée qu'il y a eu entre les deux, où l'on s'est a été plumé au détriment de l'autre. Non, moi je ne parle pas cela, je ne considère pas cela comme étant une guerre lavée. Ce sont des luttes ou des guerres, des combats de façade. Mais que les gens quittent l'Union, que les gens quittent le bloc républicain pour l'Union progressiste aussi massivement. Vous pensez qu'il n'y a eu aucun problème pour le BR de subsister à ce niveau-là? Et donc, comme je le disais tout à l'heure, que... Oui, vous disiez qu'il n'y a pas de problème, que c'est un accord, et ce que j'essaye de vous amener à infirmer, que c'est une alliance. C'est une alliance, de fait. D'accord? Pourquoi parle-t-on aujourd'hui d'accord de gouvernance? Parce qu'ils seront en difficulté. L'UPR, vous savez, tout le tintamarre, le charivari qu'il y a eu autour, et les difficultés qu'il y a eu autour des 10% ici. D'accord? Parce que le parti, n'est-ce pas, l'UP, en son temps, avait senti que l'avenir était un peu sombre, qu'ils ne pourraient pas, à eux seuls, avoir récolté à eux seuls les 10%. Ils sont allés chercher le PRD. Dites-moi, mais Awanvo Ebla là, d'accord? D'accord? Qui a joué un rôle pour que cette loi soit taillée sur mesure. Dites-moi si dans sa circonscription-là, s'il n'a jamais recueilli 20%. Vous avez dans sa circonscription électorale. Demandez-lui. Vous avez quelle preuve pour affirmer qu'il a agi pour que la loi soit taillée sur mesure? Pourquoi le dites-vous? Mais comme il a parlé, tout le monde l'a entendu. En tout cas, je sais que les auditeurs l'ont écouté. Le peuple béninois l'a écouté. Oui, tout le monde l'a écouté ici. Il a donné le ton. Il dit qu'ils vont corser les choses. Oui, et effectivement, parce que les autres ont rejeté le projet de révision constitutionnelle, ils les ont bloqués. Il n'a pas été d'accord avec l'agissement des démocrates. Il a dit, il leur a promis ce qu'ils se promettent pendant qu'ils sont dans le feu de l'action à l'Assemblée nationale. Mais les autres sont libres, non? Les démocrates sont libres. Comme eux aussi, ils sont libres. C'est l'opposition. Mais pourquoi trouves-tu que les autres ont mal fait et ça, et qu'il faut les coincer ailleurs? Pourquoi? Non, ils sont libres. Il a promis Ils ont dit nous. Il compte sur ses propres forces. Écoutez, les démocrates ont dit nous ne sommes pas partisans. Nous ne sommes pas pour cette révision constitutionnelle. Non, laissons ça de côté. Parce que ce qui urge aujourd'hui, ce n'est pas la révision constitutionnelle. Vous le savez, nous sommes dans un contexte de multiples urgences et de grande précarité. Voilà des questions auxquelles il faut s'attaquer au sein de la République pour faire avancer le chemin public, pour permettre à la population béninoise de souffler. Regardez tout ce qui se passe autour du casque. Combien de Béninois ont aujourd'hui la possibilité d'aller s'acheter, s'offrir un casque certifié, un casque homologué? Mais dites-moi, voilà des questions essentielles qui répondent, n'est-ce pas, aux aspirations des populations, leurs aspirations les plus profondes. Ça n'est pas une révision constitutionnelle, cela ne juge pas au sein de la République, cela ne préoccupe guère les Béninois. Et donc, les démocrates ont rejeté ce projet-là à juste titre. D'accord? Ils ont suivi le peuple. Vous connaissez leur ligne. Eux, ils sont avec le bas peuple. C'est ça. Ce n'est pas les autres qui se croient aujourd'hui
au sommet de la cime et qui croient que même ils peuvent martyriser tout le monde parce qu'ils ont aujourd'hui le pouvoir, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à le faire. Je crois que le professeur Aïvo l'a dit dans ce pays, mais vous avez aujourd'hui le pouvoir. Hein? Il faut l'user comme bon vous semble avant que cela ne soit trop tard demain parce que nul n'est éternellement fort. D'accord? On est fort aujourd'hui, mais le reste du temps, on deviendra faible. D'accord? Ils n'ont qu'à le savoir. Tout ce qu'ils sont en train de faire, d'accord, va le rattraper demain. C'est comme on a l'habitude de le dire. Le général Mathieu Kérékou, j'évoque son nom de béni mémoire, d'accord, laissez-les. Ils vont répondre. Même s'ils ne répondent pas devant les hommes, ils vont répondre devant le tribunal de leur conscience, ils vont répondre devant le tribunal de l'histoire. Et donc, il va falloir que le chef de l'État, désormais, j'ai l'habitude de le dire, il tend vers la fin de son mandat. Il faut qu'il s'en sorte, n'est-ce pas, grandi. Il faut qu'il parte avec un bon héritage. Ce n'est pas à la fin de son mandat qu'il va se permettre, n'est-ce pas, de suivre des politiques ailleurs. Ceux-là, des maîtres chanteurs, des maîtres troubadours, ceux-là qui sont là, ils jouent au béni, oui, pour lui montrer qu'effectivement, ils le soutiennent, alors qu'ils sont là pour sauvegarder leur poste, pour sauvegarder leur biberon et tout ce qu'ils mangent aujourd'hui. D'accord, leurs intérêts, qui est antinomique, n'est-ce pas, à l'intérêt général, à l'intérêt supérieur du peuple. Et donc, c'est à Patrice Talon que je parle. Il va falloir que désormais, qu'il estipe de sa gouvernance, je répète encore ce mot, qu'il estipe de sa gouvernance ces genres d'action. Tout le monde a dit, d'accord, tout le monde a dit que cette loi, ce code est chrysogène. Mais c'est qui tout le monde? Mais c'est le peuple. C'est qui tout le monde? Mais la société civile a parlé. Même la conférence épiscopale a tiré la sonnette d'alarme. Et pourtant, ils ne sont pas allés dans cette direction. Ils ont préféré ramer à compte courant. Mais ils gouvernent pour qui? Ce n'est pas pour le peuple. Mais tous ceux-là représentent le peuple. Mais quand il aura crise demain, c'est encore ceux-là qu'on ira encore faire recours, on passe par les couloirs, on serpente dans les méandres, n'est-ce pas, des couloirs, on serpente, on grenouille, on fait tout, n'est-ce pas, on passe incognito, on passe nuitamment pour aller les voir, pour solliciter leurs bons offices, d'accord? On les appelle pour venir jouer à la médiation. Voilà qu'aujourd'hui, on ne les écoute pas. À quoi on doit s'attendre demain? Moi, je ne voudrais pas que nous tombions encore dans les travers, la crise qui a secoué notre pays en 2019. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal? Quand tout le monde a attiré son attention sur un certain nombre de situations qui pourraient amener le pays vers le cratère, vers la falaise, il ne les a pas entendus, il ne les a pas écoutés. Mais quand il a commencé par agir, vous avez vu, là où ça l'a conduit. Et aujourd'hui, il est obligé, il est contraint, n'est-ce pas, de se racheter à travers des actions incitatives par-ci, par-là, loi d'amnistie et autres. D'accord? Et donc, il faut que les hommes politiques suivent l'intérêt général, puisqu'ils travaillent pour le peuple. Mais dès lors que le peuple parle et qu'ils font autre chose, mais ils ne travaillent plus pour le peuple. Encore que dans notre contexte, nous avons en face un pouvoir de la ruse et de la rage. D'accord? Et c'est cette ruse-là qui transparaît dans tout. Et non! Ça ne peut pas évoluer, ça ne peut pas avancer comme ça dans le pays. Ce n'est pas bien. D'accord. Disons les choses telles qu'elles se présentent. Disons les choses de façon prosaïque. Allons-y terre à terre. Je sais que les auditeurs qui nous écoutent savent très bien de quoi retourne tout ce que je dis. Et donc, ils savent aussi observer à travers tout ce qui se passe dans le pays. D'accord, nous n'avons pas la science infuse. Nous ne posons pas non plus un parangon de vertu. D'accord, mais nous disons ce qui est de notre position d'analyste, de notre position de journaliste, de notre position de mécanicien de l'information, de notre position également d'historien du présent. Nous essayons d'attirer l'attention. Nous allons dire ce que nous autres nous voyons. Nous allons leur rendre compte, n'est-ce pas, de notre grille de lecture par rapport à un certain nombre de faits. Il appartient, n'est-ce pas, au gouvernant de suivre la direction du peuple pour qu'il n'y ait pas crise demain. D'accord. Alphonse Moïse Sodé, dites-nous, après cette promulgation de la loi par le chef de l'État, le président Patrice Talon, quelle pourrait être
la suite? Non, la suite, c'est que chaque parti politique prenne ses responsabilités. Comme j'ai entendu beaucoup d'hommes le dire, c'est d'aller sur le terrain. Ça veut dire quoi? Que chacun descende dans sa circonscription électorale, qu'il commence par se battre pour les 20%. Il faut que déjà à deux ans, chacun retourne au village et commence par mobiliser son électorat. Mais c'est un peu embêtant. Mais les 20%, pour l'obtenir, c'est porter le parti là où il n'était pas connu, tout en maintenant là où il était connu. Quand on avait exigé 10%, le pays n'a pas été connu. Au contraire, on a vu ce que ça a engendré. Et 20% maintenant, on demande aux gens d'aller dans leur fief pour travailler. Moi, ça me paraît un peu bizarre qu'on ait fait ce choix-là. Qui vous souviennent, en 2023, il y a des gens qui ont été positionnés, par exemple à la 16e où le professeur Jogono a été positionné, il a été élu sur le fil du rasoir. Et son suppléant qui était le ministre, le deuxième sur la liste c'était le ministre Omeki, qui n'a pas pu lever les voix. Et maintenant on demande aux gens de faire accord de partenariat. Moi j'appelle ça un mariage blanc. Le mariage blanc, c'est en fonction des intérêts de l'un. Et dès qu'il n'y a plus d'intérêt, chacun retourne à sa situation initiale. Donc ce n'est pas un mariage basé sur l'amour. Parce que quand vous prenez les 28 députés, moi je tiens toujours à ça, de LD, qui sont obligés aujourd'hui de négocier forcément avec la FCBE, qu'on appelle le bloc républicain n'est pas à l'abri. Aucun des partis politiques n'est pas à l'abri parce que après choix ou désignation des duos, les hommes politiques peuvent ne pas accorder leur pari à ceux-là. Et là, ça va faire flop. C'est-à-dire que vous serez candidat, pourtant vous n'aurez pas le nombre de voix requis pour que vous puissiez habiller et porter le maillot. Donc je dis que nous fassions attention, on ne légifère pas pour le présent. Et je me plais toujours à dire, si nos honorables députés de la 8e législature s'étaient reposés, agir la tête posée sur les épaules, on n'aurait pas eu un texte qui va soulever des polémiques. Donc je dis, au-delà de la polémique, chacun doit pouvoir jouer son rôle. C'est une façon de demander, par exemple, aux partis qui n'ont pas d'envergure nationale, je parle le Parti des démocrates, de faire une mobilisation, de rebattre les cartes et de sonner le tocsin pour que ceux qui doivent militer au niveau du parti viennent. Sinon, avec les 28 députés juste, vous êtes à l'abri de tous les chantages. Et celui qui sait que c'est grâce à savoir que vous voulez lever tel siège, il va réfléchir. Est-ce que je reste avec eux ou je vais du côté de l'autre? Donc, c'est ça la réalité. Moi, je voudrais que désormais, ceux qui sont de la mouvance se retrouvent, ceux qui sont de l'opposition se retrouvent, qu'on se parle. Parce que le problème, c'est quoi? Des gens estiment que dans les partis politiques, on les limite dans leur intervention. On pense qu'ils sont là pour développer des théories qui vont à l'encontre qu'on appelle des autorités de la place. Je dis non. Ici, c'est un code et ça régit les élections. Qu'ils vous souviennent que les événements de mars 2019, c'est parce qu'il y a eu des difficultés avec le code où des gens ont voulu exercer leur droit à contester ce qui se fait. On connaît la suite. Donc je dis, moi j'exhorterai les Béninois à la patience. Parce que dans ces figures-là, quand on n'arrive pas à vous prendre, à vous mettre la main dessus, il y a d'autres situations qui viennent. Donc je voudrais que chacun, au niveau des partis politiques, le code a été étudié, que chacun s'asseye maintenant. Vous voyez que, par exemple, les partis politiques de la mouvance, je ne dis pas les deux qui sont là, hein, ceux qui se réclament de la mouvance, Moël Béné, les autres partis, qu'on se retrouve dans un cadre de concertation et d'étudier article par article le nouveau code et qu'on en fasse de même au niveau de l'opposition pour que désormais les commentaires et les récriminations n'aient pas dans tous les sens. Mais aujourd'hui, il faut travailler sur le terrain.
les décisions de la Cour sont sans recours, elles s'imposent systématiquement à tout le monde. Si vous êtes béninois, vous voulez exercer la politique sur le territoire béninois, vous êtes obligé de ces conditions-là. Les principes établis restent les principes établis. Maintenant, ce qui pourrait faire, c'est ce que j'ai dit tantôt dans ma première prise de parole, que certains députés de la mouvance s'associent aux députés de l'opposition pour demander une nouvelle lecture des textes, c'est possible. Et puis, on peut encore, avant 2023, modifier beaucoup de choses. C'est ce que j'estime. Donc, il faut qu'on fasse attention. Aucune guerre n'est gagnée d'avance. Mais c'est sans compter avec la déclaration de l'honorable Orden Aladati qui pense que c'est le meilleur code qu'on puisse avoir et que si les démocrates pensent qu'ils n'ont pas les capacités de réunir les 20%, ils n'ont qu'à le dire clairement. Non, ça c'est un autre débat. Vous voyez, un parti comme celui de Orden Aladati accepte qu'on demande une deuxième lecture? Non, moi je crois que je laisse à celui qui a parlé la responsabilité de ses propos, c'est de quoi il parle. Mais je dis aux partis politiques, travaillez sur le terrain. J'apprends qu'il y aura des scissions, des partis qui en temps se sont coalisés parce que les intérêts convergeaient, qu'ils se démarquent du mari d'autrui, qu'ils aillent sur le terrain, on verra de quoi ils sont capables, parce que tous les hommes politiques n'ont pas eu une envergure. Il y a d'autres qui bénéficient des bénéfices, si vous voulez la répétition, vous payez, par exemple, si dans votre circonscription électorale vous êtes puissant, vous pouvez drainer du monde, on vous mettra peut-être en deuxième position et obliger les gens à voter pour vous. Donc je dis, il faut qu'on fasse attention, le code est là, mais on peut s'asseoir pour revoir encore ce code-là avant les élections générales de 2026. Qui en prendra, l'initiative? Le chef de l'État ou les députés de la mouvance présidentielle? Tout député comme de la mouvance ou de l'opposition peut prendre l'initiative. Si on se rend compte que, attention, ce que nous voulons éviter avec le nouveau code, on n'arrive pas à l'éviter. On peut toutefois, l'initiative des lois n'est pas du ressort seulement du président de la République. Les députés aussi, c'est eux qui les y font. Et c'est pourquoi quelqu'un disait que nous pouvons aller au-delà de l'exercice à nous demander par la Cour constitutionnelle. Dans ces dossiers-là, beaucoup de choses ont été dites. Bon, je laisse à chacun. Mais il y a que le code n'a pas réglé tous les problèmes. En voulant renforcer l'assise du parti dans un milieu, on risque de ne pas pouvoir promouvoir de nouvelles têtes, parce que chaque séquence électorale a son leader, qu'on le veut ou pas. Il y a des gens, quand ils vont dans leur fief, vous sentez qu'ils sont là. Il n'est pas question qu'on se lève pour dire, écoutez, toi tu seras à ma place, ça ne passera pas. Donc tout le reste là, il faut qu'on se parle. Parce que quand vous évoluez, moi je dis quand vous évoluez, jetez un coup d'œil dans le rétroviseur, 2017-2018, tentative de coup d'État. 2019, ça n'a pas passé. Vous avez vu le français qu'on a parlé désormais, on va gouverner avec ruse et rage. Et puis bon, quand les gens l'ont commenté, beaucoup n'y avaient pas cru. Ils ont dit, certains disaient que c'est une bourde. Aujourd'hui, la bourde s'est révélée. Le président de la République va partir, il va revenir. Il va partir et il a dit qu'il sera très actif à son départ. Donc, il faudrait que ceux qui ont envie de continuer dans la politique, parce que je ne voudrais pas que après ça, les députés viennent pleurer sur le lait renversé. Ah, j'ai pas eu mon nom sur la liste des législatives. Ah, j'ai pas eu mon nom sur les municipales. Pourtant, je suis très actif dans le passé. Comment as-tu géré ce passé-là? C'est pourquoi j'ai dit les 7 députés rebelles qui ont voté contre la proposition de loi portant révision de la Constitution. Aujourd'hui, on ne leur dit rien, mais l'heure de faire le bilan viendra et chacun va payer pour ses péchés. Chacun va payer pour ses péchés. Ichola Djiguin, est-ce que vous pensez, comme Alphonse Moïse Soudé, que l'heure des comptes va sonner, malgré tout? Je crois que je l'ai évoqué en filigrane tout à l'heure, que ces députés-là n'ont qu'à tout faire. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent, pas tout ce qui leur vient par la tête aujourd'hui, parce qu'ils sont au pouvoir, ils ont le pouvoir, ils ont la puissance publique, donc ils n'ont qu'à tout faire. Ils n'ont qu'à tout faire aujourd'hui, avant que cela ne soit trop tard demain. Parce que, je l'ai dit, nul n'est éternellement fort. On est fort pour un temps, et le reste du temps, on deviendra faible. Et donc, à partir de ce moment-là, ils n'ont qu'à savoir que même s'ils échappent à la justice des hommes, ils n'échapperont pas à celle divine. Et avant ça,
ils pourraient, n'est-ce pas, se retrouver devant la conscience, devant le tribunal de leur conscience, d'accord, et le tribunal de l'histoire. Et donc, tout se paie ici-bas, comme le dit l'autre. Et maintenant, quant à la suite, on a promulgué le code électoral devant régir les élections de 2026. Et après, je crois que le verre est tiré. Les décisions, comme l'a dit Moïse Soudé tout à l'heure, de la Cour constitutionnelle, c'est la haute juridiction, hein, c'est notre fétiche à nous tous. Et donc, elles sont sans recours. Elles sont sans recours, mais ne sont pas exemptes de commentaires. Les juristes sont parlés. Tout se passe comme si il n'y a plus d'élite dans ce pays. On dit quelque chose lorsqu'on est devant les étudiants à la faculté, on délivre des cours magistraux, on leur dit quelque chose, mais une fois à l'œuvre, on fait totalement le contraire. Et là, c'est une honte pour les élites de ce pays. Surtout ceux, les acteurs du droit, les professeurs d'université. C'est une honte. Une véritable honte pour eux. Parce qu'avec tout ce qui se passe, avec tout ce que les juristes, les sachants ont dit, la Cour a foncé tête baissée, a foncé droit dans le mur. Et demain, ils seront tous comptables de ce qui adviendrait, n'est-ce pas, des conséquences de cet acte. De toute façon, je crois qu'il appartient aujourd'hui et au parti de la mouvance et au parti de l'opposition de se retrouver, n'est-ce pas, pour aller travailler, comme l'a dit Moïse Soudé tout à l'heure, chacun dans son fief, hein, pour enraciner davantage sa base militante, pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Si épingle du jeu, il y a au terme des élections. Parce que là, j'entrevois déjà toute la difficulté que chaque parti, y compris ceux de la mouvance, auront, n'est-ce pas, à exécuter, auront à bénéficier des prébendes de cette loi. Parce que c'est une loi chrysogène. Tout le monde l'a dit. Les différentes couches de la société l'ont dit. Où réside la crise? D'où pourrait provenir la crise dans cette loi, dans ce code électoral révisé? Je crois qu'on n'a pas besoin de disserter philosophiquement autour de cette affaire. Oui. La conférence épiscopale... Appelez un chat. Quel est le problème? Mais tout à l'heure... ce code électoral. Mais tout à l'heure, notre aîné l'a dit, non? Oui, quoi? Les 10% avaient posé problème dans ce pays. C'est ça qui a engendré la crise de 2019. Et aujourd'hui, on a 15%. On a 20%. Plus de 10%. Oui, alors qu'avec les 10%, avant, il y avait déjà problème. Si vous vous appelez parti politique et que vous voulez lever des sièges, mais faites tout possible pour vous y conformer et travailler pour obtenir. Mais pourquoi ça devrait engendrer des crises? Je ne comprends pas. Expliquez-nous où il y a des choses, il y a des non-dits. Levez les voiles. Mais écoutez, nous sommes dans le même pays. Hein. Oui. Nous sommes dans le même Bénin. Et vous savez tout ce qui a amené la crise de 2019. D'accord? On n'en est pas encore sorti. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Ah bon? Ah oui? 2019 je le dis. Nous sommes en 2024. Hein? Je le dis. Hein? On n'est pas encore sorti de l'auberge. Vous savez tout ce qu'il y a eu. Cette dame qui a péri dans cette histoire. Vous savez combien d'enfants elle a? Aujourd'hui, qui s'occupe de ces enfants? Où on est même allé, hein, de façon éhontée, dire, ou bien Torbi ici qu'elle serait morte d'une crise de palu. Tous ceux-là n'ont qu'à savoir qu'ils seront rattrapés par l'histoire de demain. Pourquoi vous ressassez le passé? Tous ceux-là seront rattrapés. Moi, je le dis, hein, tous ceux-là seront rattrapés ici. Qu'est-ce que les partis politiques doivent faire aujourd'hui pour atteindre ces défis, ces conditions posées par la loi, par le code électoral? Oui, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est d'aller travailler sur le terrain. Parce que tous les partis, toutes les chapelles auront des difficultés par rapport à cette histoire. Ça, j'en suis convaincu, je suis persuadé à 200% même. D'accord? Et donc, en tout cas, on va se retrouver encore pour faire le point en temps opportun. Aujourd'hui, moi j'appelle l'opposition à se souder pour aller contre ces politicailleurs de la mouvance
qui se croient aujourd'hui tout permis parce qu'ils ont le pouvoir. Mais vous avez entendu aussi les démocrates quand même parler. Mais les démocrates ont parlé. Ils n'ont pas été tendres vis-à-vis de la mouvance présidentielle. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Alors, pourquoi vous pensez que c'est seulement les gens de la mouvance qui sont des politiques ailleurs? Je partage entièrement. Le challenge est là pour les deux camps. Mais ils foutent le sbel, n'est-ce pas, dans les aspirations du peuple. Est-ce que ce qu'ils ont fabriqué là, avec ce code-là, est-ce que c'est ce que le peuple lui a demandé de faire? Mais la société civile a parlé, non? Le peuple n'a jamais été contre ce qui est fait. Attention. On l'a pas entendu. Mais de quel peuple parlez-vous alors? Ouais, le peuple, le vrai peuple. Le vrai peuple est où? Faut pas parler en son nom. La conférence épiscopale, les organisations de la société civile. Une partie. Ah bon? Que le Bénin aujourd'hui n'a plus de société civile en tant que telle. Ah bon? Oui, je vous suis. Non, je vous pose la question. Ah non, vous ne pouvez pas me poser la question à partir du moment où c'est pas moi qui l'ai sorti. Est-ce que vous voyez la société civile aujourd'hui? Pour moi, la société civile béninoise reste une. Elle est où? La conférence épiscopale également. La conférence. D'accord? Tous ceux-là sont représentatifs. La société civile est où? Mais la société civile a parlé, non? La plateforme, ils ont une plateforme, non? Laquelle? Attention, ils ont une plateforme électorale, non? Ouais. D'accord? Mais la plateforme électorale. Est-ce qu'il y en a deux? Dites-moi. Ne prend vie qu'à quelques jours des élections. Est-ce que vous connaissez deux plateformes électorales de la société civile au Bénin? Dites-moi. Mais toutes les organisations de la société civile, laissez-moi finir, toutes les organisations de la société civile ne se retrouvent pas là. Il y en a qui répondent aux abonnés absents. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ceux qui aujourd'hui pérorent, d'accord, sur la place publique pour faire croire qu'ils sont les politiciens les plus érudits du Bénin, n'est-ce pas, avaient pris part cette même société, cette plateforme. On les connaît. Même vous avez parlé de Oden Aladadi tout à l'heure. Mais lui, il a fait la politique où? On le connaît en tant que politicien. Où est leur péché? Mais on ne peut pas pécher parce que ils ont péché justement. On avait passé d'organisation de la société civile. Et rien ne vous interdit d'aller camper en terrain politique après. Mais quand ils étaient au niveau de la société civile hier, ils ont prôné quelque chose. Oui. D'accord? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Mais tout le contraire de ce qu'ils avaient prôné hier. Comment? Les vertus qu'ils avaient prônées hier aujourd'hui, mais ils les foulent banalement au pied. Et vous lancent des défis à relever et vous dites que... Et aujourd'hui, ils trouvent que c'est lui l'homme politique le plus érudit du Bénin, il a fait la politique là-haut. Hein? Ceux-là, vraiment, j'ai envie de couler les larmes. Parce que les acquis de la démocratie béninoise sont en train de tomber un à un. Pas ceux-là qui n'ont contribué en rien à la réussite de la conférence nationale dans ce pays. Il a joué quel rôle? Dans la Latine. Je vais dire, nous, ceux-là ont joué. On connaît ceux qui ont joué. La conférence nationale est passée, ils ont quand même tenu. Mais nous parlons des acquis. Comment dire, les règnes de la société civile. Mais le multipartisme fait partie des acquis, non? Oui. Mais aujourd'hui, avec ce qui se fabrique là, mais on contraint tout le monde à suivre une seule direction. Et c'est dangereux. Mais pourquoi? Mais c'est ça qui est porteur des germes de crise demain. On veut avoir une clarté au sein de la classe politique nationale. Est-ce qu'on a besoin de tant de lois pour avoir une clarté au sein du paysage politique béninois? Ah non! Les Béninois ne sont pas des cancres. Les acteurs politiques béninois ne sont pas des cancres. Vous savez bien, le peuple béninois est crédule. Il sait prendre tout son mal en patience. Mais arrivé à un niveau donné, à un moment donné, attention, dès que les acteurs politiques, en tout cas, j'en suis persuadé, vous en conviendrez, d'accord, vont vouloir franchir le Rubicon ici, ils ont beau avoir la puissance publique, ils ont beau recruter les militaires, ils ont beau recruter tous les policiers du monde entier, les mobiliser même au Bénin, ça ne marchera pas. Suivez mon regard, ça ne marchera pas. Et donc, il va falloir que les hommes politiques béninois, surtout, je parle à ceux de la mouvance présidentielle, les Oden, les Djogbenou et tout le reste, d'accord, et compagnie, doivent prendre conscience du fait que ce qu'ils sont en train de fabriquer là ne va pas dans l'intérêt général. Cela ne répond nullement aux aspirations du peuple. À partir de ce moment-là, il doit faire un aiguillage. Le peuple doit savoir le faire, savoir. Puisque le peuple ne dit rien. Mais qui ne dit rien consent. Mais, ah bon, vous organisez les micro-trottoirs tous les jours, non? Ben oui. Dès lors qu'il se pose un problème, vous promenez pour faire le vote populi. On n'a pas entendu des gens. Attention, donc vous n'avez pas... À part les politiques. Ah non, attention. Même les populations à la base parlent aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas hier. D'accord. Parce que le mandat tend vers sa fin.
Et dès que le mandat tend vers sa fin, vous savez tout ce qui se passe. D'accord. 2 mots, juste de Moïse Alphonse Souré pour finir et clore ce débat. Non, vous savez, il ne faut pas s'accrocher aux autres pour décrocher des sièges. Il faut soi-même se battre sur le terrain. On a dit qu'il faut les 20%. C'est-à-dire que quand votre parti au niveau national va recueillir 10% pour lever des sièges, il faut trouver 20% dans la circonscription électorale. C'est là le débat. Donc il va falloir que... Vous savez, le schéma qui va revenir, c'est le schéma de fils de terroir. Il faut positionner les gens en fonction de leur cote de popularité dans la circonscription électorale, même s'ils ne sont pas si bons en politique. Il faut les positionner parce qu'on a besoin de lever des voix. Donc moi je dis, il faut faire attention et je voudrais... Parce que je fais partie de ceux qui ont dit à l'installation de cette nouvelle législature que la législature a l'obligation de passer en revue tous les textes qui ont régi les élections, que tous ces textes-là ont été éprouvés et nous connaissons leurs limites. Bon, on ne leur a pas dit de faire ça. Mais écoutez, les hommes politiques, dès que vous leur ouvrez la porte, qu'ils ont un brin d'intérêt à se regarder, ils en profitent. Donc je dis, moi mon souhait vivement que chacun aille s'asseoir, que chacun reprenne la tête reposée les éléments auxquels on a touché dans le code électoral, que chacun lise pour dire, ben, attends, je comprends ou je comprends pas. Et parce que, à cette allure-là, les autres partis qui sont dehors, qui ont envie de venir siéger à l'Assemblée nationale, ne peuvent pas. On leur demande comme ça de façon implicite, ben, aller vers le mari de l'autre, c'est-à-dire qu'aller dans les grands partis, les 3 ou 4. On va parler de BR, UPR, FCBE, et puis les démocrates. Donc, si vous voulez encore avoir la possibilité d'être élu député ou maire, ben, disparaître de l'échiquier national, allez vous fondre dans les autres partis, et puis ça va marcher. Merci à vous, Alphonse Moïse Soudé. Merci également à Ishola Djiguin, 2 débatteurs rompus à la tâche. La tâche a encore été accomplie de la meilleure façon, je présume, puisque c'est vous, chers auditeurs, qui êtes les derniers arbitres, qui appréciez. Si c'est bon, faites-nous confiance. Si c'est pas bon, revenez toujours. On saura faire ce qu'il vous faut pour vous plaire. Merci à chacun et à tous d'avoir été avec nous. C'était Point 7 pour le compte de ce vendredi. Merci beaucoup. Le Point 7. Le Point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody, c'est le pied.